Bonjour et bienvenue dans ce journal de lecture qui va reprendre toutes les lectures que je suis en train d'effectuer. Et aujourd'hui, la pile de livres en cours est encore plus longue que d'habitude. Je me dis souvent que je devrais lire moins de choses à la fois, mais finalement, je n'y arrive pas. Donc voilà, la pile complète ici. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Alors évidemment, je ne suis pas dans une lecture aussi intense de tous ces livres. Il y a les lectures dont j'ai déjà parlé, qui sont ces lectures à haute voix que je fais de temps en temps. Le Charles Ferdinand Ramu, le d'Herborance, que je lis devant la caméra en le commentant un peu. Là, j'en suis à la fin de la première partie, au début de la seconde. Il me reste à lire la seconde. Et certaines vidéos de la deuxième, ou plutôt de la première partie, sont encore à faire. Et je prends beaucoup de plaisir à lire ces chapitres, à relire, à me mettre en bouche le style de Ramu, comme je le fais aussi, même si là j'ai assez peu avancé, les essais de Montaigne, toujours l'apologie de Raymond de ce monde des animaux qui finalement ne sont peut-être pas si différents que ça de nous. Et puis un autre plaisir, c'est de lire en latin. C'est des vieux souvenirs pour moi, je fais sans doute plein de fautes par rapport à la prononciation canonique du latin. Les souvenirs de cours de latin commencent à remonter pour moi. Pronaque cum spectent animalia caetera terram, os homini sublime dedit, coelum que videre, iusit et erectos ad sidera tolere vultus. Voilà un peu de latin. Alors que les autres animaux courbés vers le sol regardent la terre, à l'homme Dieu a donné un visage haut élevé et lui a fait voir le ciel et dresser ses regards vers les astres. C'est Ovide, les Métamorphoses. Et on nous dit que ce sont des vers extrêmement célèbres au XVIe siècle. Et donc, chez Montaigne, il y a une remise en cause de cette place de l'homme par rapport aux animaux. Sommes-nous vraiment mieux que les animaux? Parmi les interrogations qui sont présentes dans tous ces livres-là, il y a des interrogations sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et aujourd'hui, dans cette période troublée qui est la nôtre, et ce mois de novembre 2024, je dois avouer que c'est un moment assez désespérant. Je suis là dans le brouillard, ça se voit peut-être pas. Et puis en plus de cela, il y a les dernières élections américaines qui ont été quand même un coup de massue terrible et une peur qui s'empare, je crois, du monde qui est très importante. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais il y a peu d'espoir. Et s'interroger, s'accrocher aux mots, lire Montaigne pour penser, et lire d'autres pour continuer à résister à ce que nous soyons dans une vision du monde qui soit ouverte. Ce qui aujourd'hui semble mis à mal, c'est ça, c'est cette vision du monde ouverte aux autres, ouverte au reste du monde. Et d'ailleurs, on fera un peu le tour du monde dans ces livres-là, même si il y a aussi la voix féminine à ne pas oublier, et Dieu sait si elle a tendance à être non seulement oubliée aujourd'hui, mais rabaissée chez des gens comme Trump. Alors autant laisser la parole à des gens comme Louise Labbé, relire Louise Labbé, ses sonnets, relire ces voix de femmes vivantes, même si celle-ci nous a quittés depuis bien longtemps. Et donc je me prends de temps en temps des petits shoots de Louise Labbé, ça fait terriblement du bien dans le monde d'aujourd'hui. Et puis
après ces lectures savourées à haute voix, il y a les lectures pas forcément savourées, mais les lectures qui sont en cours et qui, me semble-t-il, ont des points communs de hasard, mais qui toutes renvoient à ce monde dans sa multiplicité, ce monde autour de nous de plus en plus dangereux, ce que Olivier Rollin appelle extérieur monde. Et ce livre extérieur monde est tout à fait enthousiasmant par son écriture, par le fait qu'il passe d'un monde à l'autre. On est en Russie, on est au Soudan, on est en Amérique du Sud, on est en Europe, au Jardin du Luxembourg, à Paris, puis tout d'un coup, on se retrouve en Chine, et puis on rencontre des amis, on est fasciné par la beauté des femmes, on est étourdi par cet extérieur monde, on court d'un lieu à l'autre, d'une phrase à l'autre, on se retrouve partout. Il y a l'écriture, il y a des noms d'auteurs, des amis qui parfois sont en train de mourir. Il y a quelque chose de foisonnant qui fait un bien fou. Et une prose qui à la fois garde cette espèce de liberté constante, mais en même temps un humour qui revient, une interrogation sur ce qu'elle est en train de faire, cette écriture. Il commence son livre en nous disant qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, qu'il commence un livre peut-être, et puis il garde tout, on a l'impression, il parle de ses carnets aussi. Enfin bref, c'est un livre fourre-tout, mais un fourre-tout qui fait terriblement du bien à lire. Alors, je vais juste en prendre un extrait totalement au hasard. Alors, les écrivains. On avait pris pour toi, essayons la deuxième personne. Ça, c'est une parenthèse. Tout d'un coup, il utilise un tu alors qu'il avait utilisé un je. On avait pris pour toi un rendez-vous avec Borges. Donc là, il se trouve en Argentine. Une vieille dame qui portait un nom illustre de la littérature française, qui allait au ciné avec lui, voir toujours le même film, te disait-elle, quand ils étaient jeunes tous les deux. Tu arrives chez lui dans un immeuble de la calle Maipú à Buenos Aires. Une plaque de cuivre sur la porte, Borges. Tu sonnes, tremblant, la mucama t'ouvre, t'introduit dans un salon. Tu as peut-être déjà raconté la scène dans un autre livre, tu ne te souviens plus duquel. Vous non plus, sûrement. Je trouve que c'est le premier livre de Olivier Rollin que je lis, donc je n'ai pas lu cette scène-là dans un autre livre, en tout cas dans un autre livre de lui. Vous non plus sûrement, alors ce n'est pas grave, n'est-ce pas, Borges d'ailleurs, qui a écrit que nous répétons toujours les mêmes histoires originelles. Et là, consternation, c'est une espèce de salle d'attente. Il y a des chaises le long des murs sur 3 côtés, avec des solliciteurs assis dessus, en quête l'un d'une préface, l'autre d'une recommandation, qui te regarde par en dessous, un concurrent. Sur le 4e côté, un sofa vide. Tu n'as rien de précis à lui demander à Borges. Tu as juste pris ton courage à 2 mains pour parler avec lui de Buenos Aires. Tu as lu tout ce qu'il a écrit sur sa ville, tu connais tous les lieux autrefois louches qu'il a évoqués, le faubourg délabré et aplati qu'on nommait la terre de feu, sur lequel on poussait des immeubles résidentiels, etc., etc. Et puis ensuite, il parlera vraiment de la terre de feu, il va se rendre tout au sud, il raconte qu'il a lu Les Misérables au pôle Nord. Bref, c'est un livre que je lis avec une sorte de détente qui fait du bien. Et au lieu de voyager dans un monde dangereux, il fréquente des lieux extrêmement dangereux. Il se retrouve en Afghanistan en plein combat, il se retrouve à Sarajevo au moment où la ville est assiégée, il est
un peu partout, il y a des choses terribles qui se passent, ou en tout cas dans beaucoup d'endroits, et il affronte ces lieux-là aussi avec une énergie absolument extraordinaire. Il tombe amoureux, il déprime, il écrit, enfin bref, c'est une vie et une écriture qui suscite l'enthousiasme que ce extérieur monde d'Olivier Rollin, alors que les autres livres, la pile est encore assez importante, les autres livres explorent d'autres endroits du monde, mais dans leur face dangereuse, dans leur face dure, et ce monde qui nous fait peur aujourd'hui, qui semble s'effondrer, qui semble dans le plus complet désarroi face aux horreurs qui s'y déroulent, je le parcours aussi à travers la fiction, mais aussi, pas seulement la fiction, à travers aussi la réflexion sur la réalité. Il y a notamment ce livre de Didier Fassin, Une étrange défaite, sur le consentement à l'écrasement de Gaza. Alors je ne suis qu'au début de ce livre qui montre une chose qui me semble importante aujourd'hui, c'est l'importance des discours, de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire. Et sur Gaza, dans nos sociétés, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ou si on les dit, on va être immédiatement vilipendé, traité d'antisémite, par exemple. Cette accusation d'antisémitisme qui est dégainée parfois beaucoup trop rapidement, même si l'antisémitisme est un vrai problème et évidemment qu'il faut lutter de manière acharnée contre, et donc il ne s'agit pas de minimiser ce problème-là, mais toute critique d'Israël pour certains, ou de l'État, ou du gouvernement d'Israël pour certains, c'est déjà trop, et évidemment, ça veut dire que si toute critique de la politique du gouvernement d'Israël aujourd'hui est de l'antisémitisme, alors toute accusation de génocide peut-être, de massacre à coup sûr, de ce qui se passe là est considéré comme suspecte. Et l'étrange défaite dont parle Didier Fassin, je suis encore au début du livre, il y a une introduction qui est extrêmement forte. L'étrange défaite, c'est une allusion au livre de Marc Bloch qui parle de la défaite de la France en 1940. Marc Bloch, l'étrange défaite, la déroute de l'armée française face aux nazis. Et là, c'est une déroute, non pas militaire, mais politique et morale, d'après Didier Fassin, où, au fond, on laisse faire des massacres absolument inacceptables, et pourtant, on les accepte. Et il montre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Cette obligation de dire que le Hamas est terroriste. Évidemment, oui, le Hamas est terroriste, mais l'État d'Israël, en massacrant des milliers de civils, n'est-il pas lui aussi terroriste? Voilà des questions, des choses qui, évidemment, sont extrêmement délicates à dire, et puis surtout, il y a quand même des problèmes dans les pouvoirs politiques en Europe, en Amérique aussi. Le nouveau président américain ne va pas sans doute faire grand-chose pour aider les gens de Gaza, malheureusement. Bref, voilà, aujourd'hui, face à un monde qui tolère de plus en plus les pires horreurs, on nous somme de nous taire, mais certains ne se taisent pas, dont Didier Fassin dans Une étrange défaite. Et puis d'autres ont écrit ou écrivent des livres qui évoquent ce monde-là, le monde dans sa diversité, dans les horreurs qu'il laisse faire ou qu'il
va parfois affronter, et d'autres auteurs le font par la fiction. Parmi les 3 lectures qu'il reste, je terminerai par la plus célèbre, la plus importante, et un livre qu'il est peut-être grand temps effectivement de relire, qui est Albert Camus, La Peste. Mais avant ça, on a aussi le monde des banlieues, la difficulté de ce qui s'y passe des banlieues en France, avec ce Code 9.3 d'Olivier Norek, un polar. Alors un polar, tout ce qu'il y a de plus polar, avec tous les codes respectés. Je crois que c'est son premier livre aujourd'hui. Il vient de publier un livre, c'est pour ça que je lis cet auteur-là, mais pas sur le dernier livre qu'il a fait sur la guerre d'hiver en Finlande pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Soviétiques, qui au départ m'attirait, mais finalement, ne l'ayant pas trouvé dans la bibliothèque chez moi, j'ai trouvé d'autres choses de lui, et je lis donc ce polar qui s'appelle donc Code 9.3, j'ai envie de dire 93, mais je pense que ça se dit pas comme ça, 93, mais je pense que c'est vraiment plutôt 9.3, de Olivier Norek. Donc on est dans la police de ces régions où la violence est plus importante qu'ailleurs en France, hein, dans la Seine-Saint-Denis, à Bobigny, dans ces régions-là, avec un meurtre épouvantable, et puis évidemment des scènes assez typiques de ce monde du polar. Alors, pour l'instant, je suis à la moitié du livre à peu près, et l'impression que j'ai, c'est qu'on a affaire à un polar dans la plus pure tradition, qui peut-être que je réévaluerai mon idée, mais qui avance pas beaucoup. On nous parle beaucoup de l'équipe de police, de la nouvelle recrue dans cette police-là, des rapports entre le flic principal et puis ses adjoints, etc. C'est un peu le truc qu'on a tout le temps dans les polars, ou dans les trucs policiers, qui, j'avoue, me barbe un peu. Je préférerais qu'on aille plus vite sur l'enquête, mais bon, c'est peut-être simplement parce que j'en suis à la moitié du livre, et puis qu'il y a un peu ce moment où on n'est plus dans le début, on n'est plus dans la découverte, on n'est pas encore dans le moment où ça va s'accélérer. Par la suite, mais bon, il y a un cadavre qui n'en est pas un, qui se réveille dans la salle d'autopsie, le flic principal est amoureux de la médecin légiste. Bon, pour l'instant, j'avoue que je trouve qu'il y a beaucoup de clichés là-dedans, mais peut-être que je me trompe, et puis il y a un plaisir quand même à lire ce genre de choses, ce plaisir un peu étrange qu'on a à lire des horreurs. Le type, il se fait émasculer, un autre est brûlé vif, on ne sait pas si c'est vif vraiment qu'il a été brûlé, ou s'il a été tué auparavant, oui, parce qu'il a quand même reçu des coups de fusil ou de pistolet, ou je ne sais plus. Bref, ce côté extrêmement glauque qui, au fond, parce que c'est un genre très à la mode, le polar, nous paraît indifférent. Et il y a quelque chose qui est à interroger, je crois, là-dedans. Notre fascination pour le roman noir, pour le film noir, pour les séries noires, qui semble sans fond. Et les gens, pour se détendre, lisent des polars, et je le fais aussi. Et d'ailleurs, j'y prends du plaisir. Alors, je disais qu'il y a pas mal de clichés, mais il y a un plaisir à retrouver ces clichés-là aussi. Et puis, bon, on attend quand même que l'histoire se résolve. Alors là, j'en suis pas encore à la résolution, donc ça viendra. Et puis, pour continuer dans la noirceur, mais dans une noirceur plus politique, la noirceur politique aujourd'hui, on voit bien qu'elle revient de manière brutale, et même si, quand je dis ceci en novembre 2024, rien n'a encore été fait par le nouveau président des États-Unis qui n'est pas encore en place,
Mais les craintes sont terribles. Le projet 2025 de Donald Trump fait froid dans le dos. Et peut-être bien qu'il va se mettre à ressembler à ce genre de personnage. Là, ici, c'est C, une bande dessinée donc signée Apollo et Bruno. Une tragédie africaine, tragédie donc divisée comme une tragédie en actes. Voilà le premier acte. Alors j'en suis resté au seuil du dernier acte, de l'acte 5, où on nous raconte la chute, provisoire peut-être, d'un dictateur. Et sa succession, sa famille, le lieu où ceux qui étaient proches de lui finalement sont planqués, vivent la belle vie. Mais aussi, derrière tout ça, une situation absolument dramatique, une envie de prendre un autre pouvoir. Et puis le spectacle de ce dictateur qui est représenté par des animaux comme le léopard et les matchs de catch, le divertissement utilisé au profit de la dictature. Voilà encore des choses qui résonnent pas seulement en Afrique, même si évidemment les dictatures ont été et sont encore présentes en Afrique. Mais voilà, cette image de la dictature avec ce qu'elle a d'absurde, de grotesque, on ne peut que la lire avec une certaine peur que ça ne soit plus quelque chose d'exotique, des satrapes africains ou asiatiques. Non, aujourd'hui, ça se rapproche de plus en plus. Et la tragédie, par définition, ça se termine mal. Mais il y a la possibilité de lutter. Et le dernier livre dont je voudrais parler, je poursuis ma lecture dans la Pléiade. Vous voyez qu'il y a pas mal de Pléiades derrière moi que j'achète d'occasion. Je poursuis ma lecture de Camus. Et s'il y a un livre qui aujourd'hui résonne dans Camus, c'est bien La Peste. Non seulement ce livre résonne avec ce que nous avons vécu il y a peu de temps, la grande épidémie ou la pandémie de Covid, bien sûr, mais aussi dans cette lecture allégorique ou cette lecture qui renvoie à d'autres pestes, la peste brune qui aujourd'hui semble renaître. Et que faire face à la catastrophe qui arrive? Faut-il s'engager? Faut-il fuir? Faut-il collaborer avec la peste? Ces questions-là, Camus est du côté de la résistance, bien sûr. Mais la résistance est extrêmement difficile. Là, j'ai lu les 3 premières parties de La Peste. Donc je suis là aussi plus ou moins vers le milieu du livre, vers le moment où la peste est à son sommet. Alors qu'au début, on ne croit pas trop qu'elle arrive. Peut-être qu'avec la peste brune renaissante, on est aujourd'hui encore dans les premiers chapitres, pas à son sommet, et encore moins au moment où elle disparaît. Et donc, il s'agit ici de montrer les hommes, peu de femmes. Les femmes, souvent, sont parties. Elles sont des êtres à qui l'on pense de moins en moins parce qu'elles sont loin. Et puis, les hommes restent coincés dans la ville d'Oran, comme nous avons été coincés, confinés, mais ils ont des choix à faire.
Certains voudraient fuir, d'autres s'engagent. Les médecins sont sur le front, comme on l'a dit pendant le Covid. Les autres, certains essayent d'aider, d'autres ont peur, d'autres voudraient vivre comme on a toujours vécu. Et le monde en est changé, la vie quotidienne en est changée. Il y a des pages, par exemple, dont je me souvenais plus sur les enterrements. Ces enterrements qui deviennent de moins en moins personnels, qui deviennent de plus en plus anonymes, comme ont été aussi durant la période Covid, les enterrements. Là, il y a des échos assez forts. Tant bien que mal, et jusqu'à la fin du mois d'août, nos concitoyens purent donc être conduits à leur dernière demeure, sinon décemment, du moins dans un ordre suffisant pour que l'administration gardât la conscience qu'elle accomplissait son devoir. Mais il faut anticiper un peu sur la suite des événements pour rapporter les derniers procédés auxquels il fallut recourir. Sur le palier où la peste se maintint, en effet, à partir du mois d'août, l'accumulation des victimes surpassa de beaucoup les possibilités que pouvait offrir notre petit cimetière. On eut beau abattre des pans de murs. Attendez, je me perds, désolé. On eut beau, parce qu'il y a un tracteur qui arrive ici, non pas pour charrier les cadavres, mais sans doute pour travailler à des choses beaucoup moins graves. Bref, je me perds. On eut beau abattre des pans de murs, ouvrir aux morts une échappée sur les terrains environnants, il fallut bien vite trouver autre chose. On se décida d'abord à enterrer la nuit, ce qui du coup dispensa de prendre certains égards. On peut entasser les corps de plus en plus nombreux dans les ambulances, et les quelques promeneurs attardés qui, contre toute règle, se trouvaient encore dans les quartiers extérieurs après le couvre-feu, où ceux que leur métier y amenait rencontraient parfois de longues ambulances blanches qui filaient à toute allure, faisant résonner de leurs timbres sans éclat les rues creuses de la nuit. Là, on a des images qui nous reviennent de ce qui a été vécu il y a assez peu de temps. Ils n'avaient pas fini de basculer que les pelletés de chaux s'écrasaient sur leurs visages et la terre les recouvrait de façon anonyme dans des trous que l'on creusait de plus en plus profonds. Et évidemment, il y a l'écho aussi des massacres de la guerre récente, quand Camus écrit ceci de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens qu'on emmène au loin pour les tuer et les jeter dans des fosses communes, la Shoah par balle, puis ces gens qu'on déporte massivement. Et aujourd'hui, vous avez des gens aux États-Unis, derrière Trump, qui dansent, qui agitent des pancartes qui disent « Massive deportation », déportation de masse. Ils sont tous sourires à dire ceci. Voilà le visage de la peste aujourd'hui. Et cette peste-là, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être déjà lire Albert Camus et lire d'autres auteurs, lire Didier Fassin pour comprendre ce qui se passe à Gaza, lire des polars d'Olivier Norek, parcourir le monde avec Olivier Rollin, retourner en Afrique, voir les dictateurs, et puis surtout la poésie, la voix des femmes. Je crois la seule autrice dans les livres dont j'ai parlé. C'est pas très juste de lire si peu de femmes. Lire de la poésie, essayer de penser, essayer de trouver des mots qui disent les choses de manière à la fois précise, correspondant à la réalité du monde, et qui permettent aussi de s'évader de cette prison de plus en plus rigide dans laquelle on enferme nos cervelles. Voilà
une des utilités de la lecture, de cette multiplicité de lectures qui part dans tous les sens, mais qui me semble plus que jamais nécessaire. C'était les réflexions que je pouvais faire durant ce mois de novembre à partir de mes lectures, un peu à partir de l'actualité. Et l'envie maintenant de me replonger dans ces livres, de retrouver, sans bouger de chez moi, l'extérieur du monde, de continuer aussi à affronter la peste, affronter des choses terribles qui nous arrivent en ce moment et ne pas fermer les yeux. Donc voilà, c'était mes lectures du mois de novembre 2024.